Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker consacré à des films ou des séries qui ont trait à la guerre ou au monde militaire ou en question de sécurité et de défense plus largement, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Guiffard, expert associé à l'Institut Montaigne. Bonjour. Bonjour. Pour nous parler d'une série qui est donc un très grand classique, un peu vieux maintenant, parce que ça date de 2011, les premières saisons, Homeland, qui a été une série incroyablement carton dans ses premières années. Ça a vraiment très très bien marché, donc avec notamment Claire Danes, Mandy Patinkin et Damian Lewis pour les premières saisons en tout cas, qui est une série qui traite de renseignements, d'espionnage, de terrorisme au sein de la CIA. Qui est une série que... C'est hyper intéressant parce qu'à la fois c'est en même temps c'est une série que tout le monde a un peu vue. En même temps, moi je m'en suis vraiment lassé assez rapidement. Au troisième retournement de est-ce que c'est un terroriste, c'est pas un terroriste, enfin bon, bref, ça m'a saoulé. Et du coup, je vais dire, je n'ai pas revu les 8 saisons que je n'avais de toute façon pas vues en entier avant de faire cette émission. Mais dites-nous, Jonathan Guiffard, bon, puisque je peux préciser, je peux rappeler que vous vous intéressez au renseignement, vous vous intéressez aux questions de défense et aux mécanismes à l'intérieur de l'État, puisque vous travaillez récemment, on en a fait une émission sur le Conseil de sécurité nationale américain, enfin, et ses transpositions possibles à la France. Voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce Homeland ? Alors, moi, comme vous l'avez dit, je travaille, mes recherches, un des axes et un des cœurs de mes recherches, c'est vraiment le système de sécurité nationale américain et plus précisément le système de renseignement. Et notamment dans sa dimension technique, cyber et autres. Et en fait, dans le cadre de ces travaux, il y a une question qui, pour moi, est très importante, et en fait, le rapport des États-Unis à la menace. Et plus généralement, la manière dont les États-Unis se regardent dans le monde, la manière dont ils se sentent vulnérables. Alors, pour rien vous cacher, comme je suis en train d'écrire ma thèse, tout n'est pas... à ce stade, ni explicable, ni révélable, mais on est quand même sur ce sujet. Et en fait, Homeland, moi, c'est une série que j'avais regardée tout entier, les 8 saisons. Je suis assez d'accord sur le constat de la lassitude. Je veux préciser, c'est une série qui est adaptée d'une série israélienne qui s'appelle À tout film. Qui, m'a-t-on dit, était bien mieux. Enfin, je sais pas, parce que j'ai jamais réussi à la trouver bien traduite en France à tout film. Je crois que c'est Étienne Dignac qui voulait en faire un épisode, mais j'ai jamais réussi à la voir. Donc, non, parce que c'est des questions d'otages qui reviennent, etc. Mais donc, j'ai jamais réussi à la voir, donc je peux pas me prononcer. Mais en tout cas, enfin, ça fait partie de ces quelques séries israéliennes qui sont un peu iconiques et qui ont été dupliquées ensuite dans d'autres pays. Oui, tout à fait. Mais donc, ce qui a été dupliqué, c'est... en fait, c'est le scénario, le plot initial. Vous avez l'héroïne, donc, qui est une officier traitante, donc vraiment une officier de terrain américaine à la CIA, donc Carrie Mathison, qui apprend par une source humaine qu'un militaire américain, enfin en tout cas, ou qu'un Américain ou qu'un militaire américain a été retourné par Al-Qaïda. Et peu de temps après qu'elle apprend ça, il y a effectivement un militaire américain qui est libéré après 8 ans avoir été otage. Et donc, à tout film, c'était déjà ce sujet-là. C'est est-ce que ce militaire qui vient d'être libéré a été retourné ou pas ? Donc, c'est vraiment une dimension, on va dire, autour du contre-espionnage. Et alors là, il y a la dimension de terrorisme. Mais en gros, c'est cette question-là. Est-ce que oui ou non, il a été retourné ? Et en fait, de cette histoire, vous avez donc une dimension personnelle. C'est que l'héroïne, elle est bipolaire. Et tout est construit autour de ça. Et elle est bipolaire. Et donc, il crée une réflexion autour de la paranoïa. Et est-ce que, en fait... Parce qu'elle, en fait, elle a l'information depuis le début. Donc, techniquement, tout le monde est censé, comme elle, considérer depuis le début que ce militaire est bien retourné, donc un agent double, a bien été retourné par Al-Qaïda. Mais en fait... C'est bien toute l'histoire de cette série, en tout cas des premières saisons. C'est est-ce que oui ou non il l'a été, est-ce qu'il prépare quelque chose, etc. Et qu'il y a un truc qui est, par ailleurs, c'est un énorme cliché de toutes les séries et les livres d'espionnage, c'est suis-je fou ou visionnaire, quoi. Exactement. Et, puisque le faire du renseignement implique d'être raisonnablement paranoïaque à un certain point. Enfin, c'est exactement pour ça que j'ai choisi ça. C'est que en fait, dans mes travaux, ce sur quoi je travaille, c'est de montrer que le renseignement et la fonction du renseignement, c'est
Donc on parle souvent par exemple de lever l'incertitude, mais c'est ça presque au niveau ontologique pour les Américains. C'est-à-dire que les Américains, pour plein de raisons dont on peut parler, mais que c'est pas l'objet tout de suite, ont besoin de lever en fait des incertitudes et considèrent que le monde leur en veut de manière générale et qu'il y a beaucoup de menaces contre eux. Ce qui est un paradoxe fondamental vu qu'on parle vraiment de l'hyperpuissance qui est probablement peut-être pas la moins menacée, mais quelque part qui est la mieux à même à répondre aux différents enjeux de sécurité nationale qu'il y a dans le monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une allégorie de ça. Et cette série, c'est une allégorie de ce rapport à la menace. Ce qu'on voit en fait... Vous pensez que Carrie Mathison est une allégorie des États-Unis ? Ah ouais, vraiment. C'est qu'en fait, quand elle a un enfant avec généralement quand elle a un enfant avec l'agent retourné, qu'est-ce que ça fait symboliquement à l'échelle des États-Unis ? Alors oui, peut-être pas tous les aspects de la vie de Carrie Mathison. Je suis sûr qu'on peut en retrouver, on peut en faire quelque chose de ça. Mais en fait, il y a un élément. Moi, je me souviens quand c'est sorti, et c'est vrai que c'est un élément assez central quand même, notamment des premières saisons. Vers la fin, ça s'en éloigne un peu, mais cette série a été présentée à juste titre comme une critique de la lutte contre le terrorisme, faite par les Américains. La manière dont ça a été fait, et c'est parfaitement vrai, notamment parce que, spoiler alert, désolé, mais bon, maintenant, il y a prescription. Franchement, si vous ne l'avez pas vu depuis 15 ans, il y a prescription, mais le militaire en question a bien été retourné par Al-Qaïda. Mais pourquoi ? Parce que, bon, ses ravisseurs ont commencé à lui donner un traitement à peu près normal, et il est devenu l'enseignant d'anglais du fils du chef d'Al-Qaïda qui le détenait, et ce fils-là a été tué dans une frappe de drone américaine. Et donc en fait, donc il y a tout un sujet autour des bavures américaines, que ce soit dans les frappes de drone, dans l'utilisation de la torture, plus généralement dans l'approche que les Américains ont eue pendant 2 décennies de la lutte contre le terrorisme à l'international. Mais il y a aussi un sujet autour de la rédemption, parce que il y a un sujet autour du karma, sous-entendu, les États-Unis se récupèrent toutes ces menaces parce qu'ils en sont quelque part les responsables. Donc là, on voit bien ce sujet un peu fondamental, parce que certes, c'est une critique de la politique américaine, mais c'est une critique par des Américains. Et d'ailleurs, si ça a aussi bien fonctionné, c'est que la critique, elle a fait écho à ce que pensaient un certain nombre de gens. Donc c'est des Américains, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il faudrait regarder, mais même politiquement, je pense, tout à fait démocrates, et qui ont dit « Ah, regardez, c'est horrible ce qu'on a fait. Quelque part, on mérite un peu ce qui nous arrive. » Ce qui n'est que cette espèce de cycle permanent des Américains de reconfirmation de la menace, que ce soit eux les responsables ou d'autres. De fait, ils reconfirment en permanence que tout le monde leur en veut, en tout cas que beaucoup de gens leur en veulent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur ces 8 saisons, et c'est là où c'est peut-être dommage de s'arrêter à la saison 3, et je suis totalement d'accord sur l'effet de lassitude, mais c'est qu'en fait, progressivement, on aborde un peu tous les sujets de la menace. C'est-à-dire que ça démarre sur la lutte contre le terrorisme, mais en fait, ça en sort. Et c'est aussi pour ça que je parle bien, pour moi, d'une série sur cette logique de paranoïa et cette logique de menace, parce que ça en sort. Ça touche d'autres sujets, ça parle de l'Iran. Il y a tout un sujet autour, donc à la fois de la tension sur le nucléaire iranien, mais en fait, un moment dans la saison 3 de mémoire, il y a un attentat sur la CIA par Al-Qaïda, mais on se rend compte que cet attentat a été financé par les Iraniens. Donc ensuite, on arrive sur le sujet des Iraniens, et puis assez rapidement, on rentre les Russes dans le jeu. Donc en fait, on voit aussi des tensions avec les services de renseignement russes, avec la Russie, qui d'ailleurs progressivement instrumentalise l'extrême droite. Donc en fait, apparaissent les fermatrolls, apparaît un complot du deep state à l'intérieur des États-Unis. On repasse un moment à un moment, une série qui marche bien, il faut bien continuer à faire des saisons, il faut bien faire rentrer les trucs, quoi. C'est certain. C'est l'effet bureau des légendes. Mais en fait, ce que moi j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'était ça. En tout cas, la première ligne de lecture transversale que moi j'ai trouvé intéressante, c'est que ça abordait ces différents sujets de la menace. Donc ça montre bien que c'est pas qu'une critique de la lutte contre le terreau, mais c'est une lecture de cette Amérique qui en fait observe, à tort ou à raison, qu'elle a énormément d'adversaires, d'ennemis, de gens qui peuvent l'attaquer, même de l'intérieur, qu'il y a des complots intérieurs, qu'il y a une menace intérieure, etc. Tout en collant sur un élément qui me semble important. Quelque part, c'est que et on peut parler du coup du réalisme, mais la plupart des sujets sont des vrais sujets. Il y a rien de fantaisie dans ces menaces.
C'est la question, c'est le portrait, parce qu'en même temps, c'est un truc hyper élaboré. Le portrait des services de renseignement américains, enfin, je veux dire, des films dessus, des séries depuis des décennies, partout, tout le temps, etc. Donc, c'est des trucs qu'on a l'habitude de voir, avec des travers qui sont très habituels, que moi, en connaissant rien, si ce n'est ça, enfin, et puis je lis un peu aussi, mais des services de renseignement américains, j'ai l'impression que les travers sont là aussi, c'est-à-dire le côté super-héroïsation de personnes individuelles qui sont représentées comme ayant une influence folle sur le cours des événements, etc. C'est peut-être intéressant de faire un compare and contrast avec le Bureau des légendes, justement, qui était... Moi, j'ai trouvé un vent frais, parce que ça montrait justement un quotidien beaucoup plus normal de gens qui bossent en équipe. Après, on se plante, on réussit, peu importe, mais un fonctionnement un peu de bureau, etc. En même temps, la France n'est pas les États-Unis, et si ça se trouve, c'est des personnes individuelles qui changent tout seul, mais vu la taille de l'écosystème du renseignement américain, j'en doute un peu. Enfin, je pense qu'il y a des équipes un peu plus larges que... En gros, c'est 3 personnes qui décident de la sécurité des États-Unis dans cette série. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, disons, sur le portrait que ça fait d'un truc, la CIA, qui est quand même une grosse bureaucratie, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Eh ben, alors, moi, il y a plusieurs choses. Je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. Pourquoi ? Parce que, justement, toute la production cinématographique et série sur le renseignement américain, elle est très touffue. De manière générale, et c'est pas uniquement James Bond et Jason Bourne qui font ça, le renseignement a été très longtemps vu qu'à travers un homme qui fait des opérations pour le moins improbables et pas du tout dans sa dimension collecte de renseignements, analyse, bureaucratie, etc. Pour le coup, cette série le montre. Donc moi, je placerais quand même Homeland pas au niveau du Bureau des légendes, mais plutôt proche du Bureau des légendes que du reste de la cinématographie sur ce sujet, même des séries. Avec un truc par ailleurs de, je sais pas, j'ai pas les dates là, mais par rapport à Zero Dark Thirty. Eh ben, où il y a un truc en plus physiquement, elles se ressemblent un peu, c'est un peu bizarre, donc les deux, pas se mêlent un peu, mais se prêtent à la comparaison naturellement, mais c'est un peu la même genre de personnalité, enfin bon bref, il y a un truc de similitude quoi, au même moment. Mais justement, je pense qu'on est plus proche de ça, simplement c'est développé avec... en fait c'est une série, donc en fait c'est aussi l'idée de s'accrocher à des personnages, etc. Et oui, c'est un peu moins réaliste que Zero Dark Thirty, mais par exemple ce phénomène de l'héroïsation, moi dans beaucoup de livres que j'ai lus sur du coup le système américain, en fait il y a des noms, notamment dans la lutte contre le terrorisme, qui ont émergé. C'est-à-dire que pour le coup, l'héroïsation existe dans la lutte contre le terrorisme aux États-Unis. Parce qu'en fait, les gens savent qui a travaillé contre Ben Laden. Les gens savent qui a été le chef du contre-terrorisme à la CIA pendant plusieurs années. Notamment parce qu'il y en a un très célèbre qui était justement musulman. Et ça travaillait un peu les esprits des gens. Et donc en fait, c'est pas si loin de la réalité. Qui est représenté dans Zero Dark Thirty d'ailleurs, je crois. Qui fait la prière dans son bureau. Exactement. Et en fait, la vision, enfin du coup, la partie, disons, qui moi m'apparaît réaliste par rapport à mes lectures et à mes connaissances, c'est qu'effectivement, on voit des analystes. On n'en voit pas beaucoup, mais on en voit. On voit même quelque part... En fait, au début, Carrie Mathison, elle est sur le terrain et puis, en forme de punition, elle est rappelée dans sa centrale à Washington. Et là, on la voit faire de l'analyse. On la voit même, justement, il y a des scènes où là, c'est pas très réaliste, mais comme elle est bipolaire, dans un moment de crise chez elle, elle se met vraiment à faire comme vous voyez, comme les analystes, à tirer des traits entre plein de choses, plein de pièces déviées, plein de preuves ou d'éléments d'information qu'elle a collés sur son mur, etc. Donc il y a tout un truc un peu romancé autour de ça. Mais on voit, à un moment, il y a une analyse financière sur l'Iran qui est là assez longtemps et on voit qu'elle fait ce métier-là. Donc on voit par exemple différents métiers de la CIA. On voit ce travail d'analyste, on voit beaucoup de choses autour du recrutement de sources humaines et plus généralement en fait de l'UMIN qui est la spécialité de la CIA. On voit un peu moins... mais justement parce que dans ma tête j'avais du mal à m'en rappeler, donc là en préparant l'émission j'ai quand même retrouvé, on voit un peu moins la dimension technologique
technique. Mais quand même, en fait, il y a des opérations cyber, il y a des opérations de surveillance de caméras, il y a des opérations d'interception, il y a même des moments où c'est assez central dans le scénario. Donc ça, on voit en fait ces sont des trucs qui relèvent pas mal de la NSA. Exactement. Et du coup, c'est un peu le travers habituel, c'est de tout mettre sous la CIA qui devient une sorte de qui incarne l'ensemble du renseignement. Ouais. Exactement. Ça, c'est pour le coup ce qui n'est pas totalement réaliste. Néanmoins, on voit ici ou là le FBI dans son rôle de renseignement et de ce qu'il peut faire avec la CIA. On voit un petit peu la NSA, c'est assez léger, mais on les voit un petit peu. On la voit par exemple à un moment, on voit les stations. Donc on voit les stations de la CIA en ambassade. Donc on voit aussi les relations avec les diplomates par exemple. On voit donc vers la fin par exemple, elle à un moment elle a un rôle de conseiller du président. Et son mentor, Saul Berenson, lui devient à un moment directeur de la CIA, puis surtout National Security Advisor, donc le chef du NSC dont on parlait l'autre fois. Et donc on voit aussi le Congrès. Il y a des moments où ils doivent rendre compte au Congrès. Donc on voit quand même un peu cette machine institutionnelle qui donne corps au fait que c'est des politiques publiques du renseignement. Et que même si on est en train de suivre effectivement quelqu'un qui franchit toutes les lignes rouges en termes soit éthiques, soit opérationnels, et je pense que c'est là où la critique peut être faite, c'est que du coup ils lui font porter sur les épaules à elle et aussi à Saul en fait plein de lignes rouges qui n'auraient pas lieu dans la réalité. Enfin, si quelqu'un, si quelqu'un devait comme ça aller coucher avec sa cible terroriste pour tenter soit d'être sûr qu'il va faire un attentat, soit de l'empêcher, etc. Je pense qu'il y aurait vraiment des gros problèmes en termes de carrière derrière. Donc, il y a en fait ces lignes rouges qui elles tiennent de la romance. Elles n'existent pas vraiment. Mais le fait qu'il y ait tout un écosystème, on voit aussi par exemple à un moment on voit qui est en fait quelque chose d'assez peu connu, mais on voit le JSOC qui sont les unités des forces spéciales dédiées au contre-terrorisme, notamment ceux qui ont fait donc les opérations contre Osama Ben Laden, les SEAL Team 6 et la Delta Force. On les voit aider, et en fait on voit du coup ce travail de différentes entités entre elles, et ça pour le coup, je pense que c'est dans une des premières séries à faire ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres séries qui se passent à la CIA, mais qui disent ce que vous avez dit, c'est-à-dire juste la CIA, c'est le renseignement, et là on a quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi, mais beaucoup de cascades et beaucoup de bastons, alors que là c'est pas vraiment le cas, en vérité. Et vous me disiez qu'il y a aussi une question sur la représentation du Deep State dans la série qui vous intéresse ? Ouais, en fait, on voit aujourd'hui qu'un des moteurs politiques de Donald Trump, de son parti, des MAGA, etc., des gens qui le soutiennent fortement chez les Républicains, est animé par pas mal d'idées conspirationnistes et plus généralement par donc ce concept de Deep State, mais en fait cette vision des services de renseignement américains tout puissants et politisés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça nous apparaît très clairement aujourd'hui. La série, elle traite ce sujet dès la saison 5-6, donc ça doit faire vers 2016-2017. Là, c'est les parties que j'ai pas du tout vues, donc je vous fais confiance. En fait, c'est assez... ça anticipe quelque chose. Et du coup, à la fois, ça dit quelque chose des Américains qui savent que c'est un sujet. Là où nous, en fait, ça nous est apparu un peu plus tard. Mais aussi, ça dit quelque chose... Et ça fait sûrement écho à ce que vous avez dit sur la toute-puissance des services de renseignement américains, l'héroïsation, etc. C'est qu'en fait, c'est presque le serpent qui se mord la queue, mais toute cette production cinématographique a quand même participé de la création d'une image de ces services de renseignement tout-puissants. Et d'ailleurs, je fais juste une aparté, mais la CIA finance depuis assez longtemps des projets à Hollywood. Ça fait très clairement partie de son soft power. Et ça, moi, c'est un truc qui ne cesse de me captiver, c'est que la manière dont toutes ces agences financent NCIS, qui est une série, c'est évidemment par le NCIS, qui est un service qui n'est pas si important que ça, mais qui a décidé d'investir là-dessus, etc. Enfin, les gardes-côtes ont leur truc. Enfin bon, bref. Oui, mais il faut y regarder les raisons. Tous mettent du pognon pour... Les raisons, dans la plupart des productions publiques, télévisuelles, c'est du recrutement souvent.
Très basiquement, c'est du recrutement. Mais par exemple, pourquoi il y a autant de séries sur la CIA et pourquoi il n'y en a pas sur la NSA? Quasiment pas. Il y en a une notamment qui s'appelle Pine Gap et qui est assez récente et qui a eu lieu après les révélations Snowden. La NSA, c'est le contre-exemple parfait. C'est une agence qui n'a pas voulu être dans la lumière jusqu'à qu'elle le soit de force et pas pour les bonnes raisons. Pour elle, j'entends. La CIA, c'est pour recruter des gens. Pour elle, très bien. Mais en fait, la CIA, c'est même un autre aspect et qu'on voit bien à travers les différentes saisons. C'est qu'en fait, ça construit l'image d'un service tout puissant. Et comme sa fonction principale, c'est de faire du recrutement de sources humaines, ça participe de sa crédibilité à l'international pour faire cette mission. C'est-à-dire que la vérité, pour parler très simplement, c'est que des gens en Irak, en Turquie, en Afghanistan ont vu ces séries et se représentent ce service comme quelque chose d'incroyable et donc sont prêts à collaborer avec ce service. Et en fait, ça, c'est important. Alors que la NSA, pour vous espionner depuis le ciel ou pas. Oui, ou dans vos ordinateurs, ils s'en foutent. Vos emails, ouais, exactement. Voire, eux, en fait, ils esquivent quelque part la lumière parce que, en fait, plus vous en parlez, plus les gens ont conscience que, mince, peut-être que dans mon ordinateur, dans mon téléphone, il y a quelque chose. Et donc, en fait, la CIA, c'est l'inverse. Mais donc, il y a tout cet emballement autour de la création de cette image. Et quelque part, qui revient, en fait, un peu les mordre à l'intérieur, c'est-à-dire que du coup, les Américains et toute une frange de la population américaine est persuadée que ces systèmes ne sont pas les bureaucraties qu'elles sont vraiment et qu'en réalité, elles ont un pouvoir démesuré, à la fois à l'international, mais aussi à l'intérieur, qu'elles ont un pouvoir de surveillance, mais surtout un pouvoir de passer toutes les lignes rouges. Donc, chaque élément dans l'histoire de ces agences qui a donné un peu qui a mis de l'eau à ce moulin a confirmé ça. Mais c'est intéressant parce que du coup, la série traite ce sujet-là, du Deep State et des complots ourdis par le Deep State, alors que ce qu'on observe aujourd'hui, par exemple avec l'arrivée de Donald Trump, c'est plutôt le politique qui va démembrer le Deep State, alors que le Deep State ne demande rien d'autre que d'être laissé tranquille, ce qui est totalement l'inverse de la série, où la série, c'est bien le Deep State qui essaye en l'occurrence, de tuer le président. Mais... Merci beaucoup, Jonathan Guiffard. Merci. Donc, Homeland qui est disponible, je crois, sur Disney+, en ce moment, et pour toujours, pour ceux que ça intéresse, de voir ça avec 15 ans de retard. Mais apparemment, c'est une série qui avait aussi un peu d'avance.